BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto et c'est record sur record pour le Bitcoin ces derniers jours. Il est monté à près de 90 000 $ ce matin et a fait près de 30% en 6 jours seulement depuis l'élection de Donald Trump. Et à l'instant où on se parle, ça se calme un petit peu, mais selon le site de paris en ligne Polymarket, qu'on a beaucoup suivi pendant l'élection présidentielle américaine, qui avait vu juste pour le résultat de cette élection, le Bitcoin, selon ce site, a plus de 50% de chances d'atteindre les fameux 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Et puis dans le même temps, c'est MicroStrategy qui continue son plan, qui continue à acheter du Bitcoin. Ils en ont acheté pour près de 2 milliards de dollars, ce qui fait qu'ils en ont quasiment 12 milliards de dollars en Bitcoin en trésorerie. Et puis cette euphorie semble se propager aussi au-delà des investisseurs traditionnels, puisqu'on voit que des applications comme Coinbase remontent largement dans des classements comme celui de Apple Store. Et puis Coinbase d'ailleurs qui n'est pas loin de ses plus hauts en bourse, plus 65% de hausse en 5 jours. Et aussi MicroStrategy, j'ai oublié de le dire, MicroStrategy qui réatteint son record historique jamais atteint. Et ça datait des années 2000, de la bulle Internet. C'est-à-dire qu'il a fallu 24 ans à Michael Saylor pour réatteindre son nouveau record historique. Donc, il a été patient. Voilà, pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lilian Aliaga, cofondateur de Hawk Research. Bonjour Lilian. Bonjour Amaury. Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Bonjour Nathalie. Pour ceux qui nous suivent à la télévision, vous avez une magnifique chaîne Bitcoin Orange, voilà, pour fêter tous ces records. Et puis Sébastien Bordery. Bonjour Sébastien. Bonjour Amaury. Journaliste BFM Crypto. Mais d'abord, nous sommes en ligne avec Vincent Gann, analyste financier indépendant. Et puis Vincent, j'imagine que vous avez le sourire depuis derrière votre téléphone, parce que là, on est largement dans le vert. Et on était ce matin, à quasiment 10% du seuil symbolique des 100 000 $. Vincent, qu'est-ce que vous pensez de cette montée fulgurante? Est-ce qu'elle vous fait peur ou au contraire, est-ce qu'elle vous galvanise? Oui, bonjour Amaury, bonjour à tous. Non, mais finalement, alors, c'est certain que l'élection présidentielle US a été, je dirais pas jusqu'à dire le déclencheur du bull run, mais l'accélérateur du cycle haussier de Bitcoin. Alors Bitcoin, il a donné son signal technique, c'était mercredi dernier, le 6 novembre, effectivement, jour du résultat de l'élection US. Il a dépassé son ancien record historique. En fait, si on fait fi de l'aspect politique, que je vais absolument pas nier, Bitcoin finalement continue de faire ce que moi j'appelle le repeat cycle, c'est-à-dire que sur le plan du timing, sur le plan temporel, il s'inscrit dans la lignée de ces cycles précédents, cette phase de bull run qui commence un certain nombre de mois après, rappelez-vous, ce processus du halving qui a eu lieu en avril dernier. Donc, repeat cycle, le cycle aussi de 2012, 2016, 2020, nous sommes dans les cordes, nous sommes aussi dans les cordes du respect de la saisonnalité favorable de Bitcoin. Ça, on en a beaucoup parlé sur votre antenne, Amaury, vous le savez, ce fameux 4e trimestre, ce fameux mois de novembre qui a les meilleures statistiques. Donc voilà, finalement, Bitcoin nous fait un peu ce qu'il propose depuis maintenant plus de 10 ans. Alors simplement pour revenir sur la séance du jour, effectivement, c'est une séance de prise de profit, c'est assez logique, vous l'avez dit, plus 30%, on fait moins 3, on peut faire moins 4, on peut faire moins 5, même en bull run, et ça il faut le savoir, même en bull run, jamais Bitcoin n'a proposé une hausse linéaire. Il y aura toujours une alternance d'impulsion, de retracement. Alors, nous sommes en price discovery. Il n'y a pas de référence passée pour trouver des objectifs de prix, pour déterminer ce que j'appelle le rythme de marché. Bien, l'analyse technique, c'est plus ou moins le seul outil qui est à disposition. Et au-delà du chiffre rond, 89-90 cas, c'est une résistance chartiste. Plusieurs outils la mettent en évidence. On l'a testé ce matin. Je ne serais pas surpris qu'on marque une pause ce milieu de mois de novembre. Le premier support tangible, c'est 81 dollars. C'est un gap haussier sur le contrat futur en début de semaine. Et je pense qu'on aura une belle poussée pour terminer le mois de novembre. Alors, est-ce qu'on sera à 100K fin novembre ou fin décembre? Ça, j'ai pas encore la réponse. Voilà, vous n'avez pas encore parlé sur le site de paris en ligne Polymarket, Vincent. Il y a Lilian Aliaga qui est en plateau avec nous. Vincent, qui avait une question pour vous. Alors Vincent, je voulais vous rappeler une vidéo qu'on avait tournée ensemble en décembre dernier dans laquelle vous pariez sur le fait que Bitcoin allait atteindre 100 000 $ avant la fin de l'année 2024. Ça fait 1 an. Est-ce que vous êtes toujours aussi convaincu qu'on va aller toucher les 100 000 $ avant la fin de l'année, Vincent? Oui, je m'en souviens, mon cher Lilian, c'est vous qui m'aviez donné la parole à ce moment-là. Oui, je pense que là, les 100 000 $ avant la fin d'année, c'est acquis, même si, bon, c'est pas à l'abri d'une surprise. Non, pour moi, la seule incertitude, c'est fin novembre,
ou fin décembre. Et là, on a une telle accélération de cycle que je vous confirme, sans cas, ce sera un cadeau de Noël pour les bitcoiners. En tout cas, Éric Larchevêque y croit parce qu'il a tweeté ce matin que pour lui, il y aurait Bitcoin à 100 000 $ avant la fin de l'année et même, il pense qu'il sera à 250 000 $ d'ici, avant la fin du mois de mai 2025. Donc là, pour le coup, c'est très très boule, comme on dit. Merci beaucoup, Vincent Gann, analyste financier indépendant, d'avoir été avec nous. Et puis on espère vous revoir d'ici une quinzaine de jours avec un Bitcoin, peut-être à 6 chiffres. Voilà, on verra ça. Merci Vincent. Bonne journée et à très vite. Je le disais, rebonjour à tous les trois. Des records sur records. Nathalie, bon, pour ceux qui nous suivent à la télévision, vous avez un tellement beau collier. Là, une très belle chaîne Bitcoin que je suis obligé de commencer à vous donner la parole à vous. Pour commencer, déjà, où en est le fameux Janson Index, le Janson Index. Alors le Janson Index, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Nathalie est professeure notamment à Neoma Business School, et le Janson Index, c'est un petit peu l'intérêt que ces élèves peuvent avoir pour le marché crypto d'une manière générale. Et jusqu'à maintenant, il était plutôt calme. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, il reste calme. J'ai trouvé, moi, je les trouve bien sages par rapport à ça. Donc, on voit bien que les jeunes ils attendent. Par contre, j'ai trouvé que le changement, c'était par rapport... là, on a commencé à faire des débats sur est-ce que le Bitcoin peut être une monnaie ? Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous l'utiliserez comme paiement ? Et pour la première fois, j'ai eu une salle où j'ai eu à peu près plus de la moitié qui pensent qu'en fait, dans quelques années, ce sera peut-être pour eux un moyen de régler des transactions. Et ça, c'est la première fois. Ah oui, donc là, on passe dans une autre dimension. Oui, là, on va au-delà de l'aspect réserve de valeur. Là, on est au-delà de l'investissement. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux que j'ai n'ont pas d'appétence particulière, visiblement. C'est souvent ceux de début d'année, ils ont moins d'appétence. Mais par contre, là où j'ai été très surprise, parce qu'avant, c'était vraiment, on va dire, 20% de la classe qui disait oui, je pense qu'un jour... Alors que là, c'était majoritaire. Bon, là, c'est une data extrêmement intéressante. Oui, on va continuer à suivre ça, évidemment. Tout à fait. Et puis le fait que le Janson Index de base, on va dire, sur l'aspect réserve de l'or soit plutôt calme, ça nous donne de l'espoir pour la suite. C'est plutôt positif, en fait. Ça veut dire qu'effectivement, eux, en tout cas, ils ont cette ouverture. Ils ont compris que, ou en tout cas pour eux, ça ne semble plus une barrière. De dire, comme en France, que ce n'est qu'un crypto actif. Eh bien, en fait, ils sont déjà passés au-delà. Lilian, les gars, sur cette hausse. Alors, effectivement, on est allé toucher 90 000 $ cette nuit. C'est quand même assez exceptionnel. Je ne sais pas quel sentiment vous avez eu, mais évidemment, en tant que convaincu, et ça fait des années qu'on suit, on a toujours eu en tête le fait qu'un jour ou l'autre, Bitcoin atteindra ces niveaux-là. On en était convaincu, mais le fait de le voir, ça y est, c'est vrai que c'est aussi impressionnant que parfois presque un petit peu effrayant. Comme le disait Vincent, ça allait très vite, très fort. Là, je crois que depuis vendredi, on est passé de... on a dépassé... on a atteint les 80 000 $, je crois, vendredi, donc dans la suite de l'élection de Donald Trump. Et puis, depuis hier, on est passé de 80 000 à 90 000 $, plus 10 000 dans la journée. Enfin, c'est vraiment une hausse énorme. Il a pris 25 000 en une semaine, ce qui n'était jamais arrivé. En termes de dollars par Bitcoin, c'est assez fou, effectivement. Le week-end était effectivement, parce que j'étais à un événement de Bitcoin et donc tous les soirs, ils mettaient l'écran leur écran de téléphone sur un grand écran et à chaque fois, on fêtait tous les soirs le fait qu'on allait, on avait touché un nouveau record et c'est vrai que c'était assez impressionnant d'assister à ça. C'est pas trop dur pour vous, Nathalie, du coup, aujourd'hui ? Comment ? Non, ça allait ? Non. Non, parce que là, il y en a eu des records et puis tout le monde a été quand même assez surpris. Alors surpris en sens de la vitesse là. Voilà, c'est ça. Les personnes qui sont là depuis longtemps dans cet écosystème ne sont pas surpris en soi par la hausse après l'élection américaine et notamment l'élection de Donald Trump tout simplement. Mais c'est vrai que une poussée aussi forte, tout le monde a été surpris. Je pense peu de gens pensaient avoir un Bitcoin à quasi 90 000 $, 6 jours après l'élection de Donald Trump. C'est-à-dire que dès le 5 novembre, au moment où Donald Trump commençait à être favori et en tête, il y a eu une poussée d'acheteurs qui sont venus directement sur le marché à ce moment-là, alors que l'élection n'était même pas terminée. Ça, c'est vrai que c'est assez fou. Et Nathalie, on peut savoir, je ne sais pas si quelqu'un autour de la table a une idée un petit peu de qui pourrait être derrière cette hausse. Est-ce que c'est surtout des institutionnels,
des fonds, des États même peut-être qui achètent Alors les fonds, oui, il y a eu des records à nouveau battus, donc au niveau des ETF effectivement, mais bon ils ont dépassé les 1, enfin ils étaient au-dessus de leur précédent record, je crois que c'était 1,4, mais peut-être que depuis ça a été 1,5, sait-on jamais. Mais voilà, donc au niveau des entrées journalières, il y a eu effectivement des records, mais ça c'était vendredi. Voilà, c'est ce que j'avais lu. Après, particulièrement effectivement, je n'ai pas d'autres informations très claires. On a notamment l'ETF Bitcoin de BlackRock qui dépasse l'ETF Gold de la même société, exactement, de BlackRock. Oui. C'est la première fois qu'il le dépasse. Oui, donc c'est quand même assez impressionnant. Puis d'ailleurs, une anecdote, c'est que si le Bitcoin avait la même capitalisation que l'or, il serait à 400 000 $. Voilà, ce qui nous laisse quand même de la marge. On a déjà dépassé quelques capitalisations quand même lors de cette hausse, notamment l'argent. Mais pour répondre un peu à votre question, Amaury, évidemment, les élections américaines, ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on dit, ça va être l'élément qui va vraiment donner des réponses, parce que les marchés, et le marché crypto en particulier, étaient particulièrement indécis à cause de ça. Et on a vu que voilà, la soupape, elle a explosé au moment de l'élection de Donald Trump, et c'est parti depuis. Donc on voit que vraiment, on attendait cette réponse-là pour partir à la hausse ou potentiellement à la baisse, ça on ne le saura jamais en fonction des résultats. Mais il faut aussi remettre un petit peu dans le contexte de tout ce qu'on expliquait sur ce plateau depuis des mois, à savoir que ces ETF Bitcoin Spot, ils ont déréglé le marché, il faut quand même le rappeler. Oui. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis d'atteindre en janvier, février puis mars un nouveau plus haut historique à 73 000 $, avant le halving, donc c'est-à-dire en avance par rapport à tout ce qu'on avait connu auparavant. Et quand on était arrivé en mars dernier à 73 000 $, on s'était dit, on sent qu'on est en avance, il n'y a pas de force pour dépasser cet ATH, il n'y a pas de puissance, on a fait un faux départ. Et en fait, depuis mars, ça fait 6 mois de latéralisation, c'est-à-dire que Bitcoin oscille entre 70 50 000 $, les altcoins c'était un bain de sang, c'était compliqué pour le marché crypto et on s'est ennuyé pendant 6 mois. Mais pendant ces 6 mois, ça nous a permis quoi ? De rattraper notre avance finalement, de se remettre dans les temps, dans l'ordre d'un calendrier classique finalement d'un cycle haussier. Et là, ça y est, on est à quelques mois après le halving et on passe cette ATH avec une force qui ressemble à ce qu'on a eu et ce qu'on a connu dans les précédents cycles, c'est-à-dire qu'on le passe franchement et on le dépasse. Et là, je ne dis pas qu'on ne le reverra pas, mais en tout cas, là, on est quand même suffisamment au-dessus pour se dire qu'on a vraiment franchi et qu'on pourrait partir plus haut. Clairement, on a remis les pendules à l'heure. Et d'ailleurs, Lilian, on parlera de ces fameux altcoins, où ils en sont, juste après avoir fait un petit détour par les États-Unis où Sébastien nous emmène. Sébastien, donc on le dit, le Bitcoin bat des records successifs, mais la crypto, le Bitcoin en particulier, rentre de plus en plus dans notre vie quotidienne. Et aujourd'hui, ça se passe aux États-Unis ou une grande ville a pris une décision majeure. Exactement, Amaury. Je vous emmène cette fois-ci à Détroit, dans le Michigan. Ici, les 630 000 habitants, ils vont bientôt pouvoir payer leurs impôts et leurs taxes municipales en crypto-monnaie. Détroit va donc devenir la plus grande ville des États-Unis à accepter les paiements en crypto. La décision de Détroit d'autoriser les paiements en crypto s'inscrit en fait dans la volonté de la ville d'adopter de nouvelles technologies pour favoriser la croissance économique. La ville veut encourager les entreprises du secteur technologique et donc de la blockchain à s'installer à Détroit. L'objectif est aussi d'améliorer les services publics et de renforcer l'engagement politique. Concrètement, Sébastien, comment est-ce que ça va se passer ? Comment ça va marcher ? Alors, premièrement, cette possibilité de payer ses impôts en crypto-monnaie devrait être mise en place mi-2025. En pratique, Détroit n'acceptera que les crypto-monnaies prises en charge par PayPal. Donc le Bitcoin, l'Ether, le Bitcoin Cash, le Litecoin et le PayPal USD qui est le stablecoin de PayPal. Bien sûr, certains habitants ne détiennent pas de crypto, alors pas de panique. La municipalité de Détroit a indiqué que le paiement des taxes en crypto-monnaie n'était qu'une option supplémentaire offerte aux habitants. Ce serait pas mal que c'est pris le cours légal. Voilà. Ça aurait été drôle qu'il ait demandé à ce que ce soit le cours légal et plus le dollar. Ah oui, oui. Ah bah, clairement. Ce serait quand même. Et pour la petite histoire, il faut savoir qu'il y aurait pu avoir une ville avant qui l'aurait fait. C'était Aix-en-Provence. Où en fait, pendant très longtemps, l'adjoint au maire était un libéral, libertarien convaincu, Monsieur Bramoulet, donc je lui rends hommage. Et il a, avant sa disparition malheureusement l'année dernière, parce que c'était un monsieur assez âgé, mais il était encore en train d'essayer de convaincre la municipalité
de passer au Bitcoin. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a bloqué? L'administration, enfin, ils n'ont pas, voilà, ils ont bloqué au niveau ça n'a pas été validé. Mais il a beaucoup œuvré. Ils auraient pu gagner beaucoup d'argent. Exactement. Là, et ça faisait au moins 3 ans, et on m'a rappelé que encore juste visiblement quelques mois, parce que à cette conférence j'ai rencontré quelqu'un qui effectivement avait habité à Aix et en avait entendu parler, et il disait même quelques mois avant sa disparition, il était encore en train convaincu de leur dire mais passer en Bitcoin, ou en tout cas donner la possibilité de passer en Bitcoin. Peut-être qu'à Paris ce sera possible, hein. On fait un signe à Anne Hidalgo que voilà, on pourra payer nos PV en Bitcoin, etc. Voilà, je sais pas si ça pourrait renflouer les finances de la ville de Paris. C'est une idée. Ça pourrait marcher. En tout cas, la ville en a besoin. Mais on a l'impression, Sébastien, que Détroit, tout simplement, est en pleine transformation d'une manière générale. Exactement. On rappelle, la ville était en faillite en 2013, après le déclin évidemment de l'industrie automobile américaine qui avait fait la fortune de la ville. Depuis, Détroit tente de se réinventer afin de retrouver de son attractivité. Payer ses impôts en crypto s'inscrit donc dans l'objectif plus général de modernisation de la ville. Le maire démocrate Mike Duggan, qui est en poste depuis 2014, a déclaré le 7 novembre dernier qu'il s'engageait à moderniser les moyens de paiement de la ville, mais aussi à améliorer l'efficacité des services de la ville. Selon le maire, cette initiative permettra également aux habitants de Détroit d'effectuer plus facilement des paiements électroniques, y compris pour ceux qui n'ont pas de compte bancaire. Par ailleurs, la ville de Détroit invite les entrepreneurs et les innovateurs de la blockchain à présenter leurs idées pour développer des applications au service de la municipalité. Pour le maire, la ville est en train de construire un environnement favorable à la technologie qui donne du pouvoir aux résidents et aux entrepreneurs. Alors avec l'euphorie sur les marchés dont on a parlé, ces derniers jours, la ville de Détroit entend bien se positionner comme un lieu attractif pour les entrepreneurs pro-crypto. Bon, merci beaucoup Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto. Évidemment, cette chronique est un article qui est retrouvé sur notre site BFM Crypto. Lilian, Nathalie, c'est assez intéressant quand même, ces villes qui commencent à accepter le Bitcoin, qui comprennent qu'il y a quand même quelque chose à faire derrière. Après, des entreprises comme MicroStrategy qui battent des records en bourse, tout simplement, avec la hausse du Bitcoin, qui continue à acheter. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'on a des chances d'avoir un jour une ville en France qui fasse ça, tout simplement? Ça n'a pas marché avec Aix-en-Provence, mais est-ce que ça pourrait marcher pour d'autres villes dans les années qui viennent? Alors, je suis assez dubitative, mais par contre, une fois encore, on voit bien la différence d'ouverture. Vous voyez, on en avait parlé en Floride, c'était connu. Ils étaient pro-Bitcoin. Il y avait le maire de Miami, je crois, qui était très pro-Bitcoin. Il se faisait payer aussi son salaire. Enfin bon, voilà. Donc on savait qu'il y avait. Là, on voit que c'est un maire démocrate. Donc voilà, donc déjà, on casse les codes en France qui sont toujours là, parce que je pense que, je pense que les codes, ils sont même pas cassés par rapport à la France, qu'à la France, qu'on parle à gauche ou à droite, de toute façon, le Bitcoin était presque encore un gros mot pour tout le monde, et c'est vraiment dommage, parce qu'on voit bien que la ville de Détroit, qui malheureusement n'en est pas à sa première, ne se relève pas pour la première fois, puisque étant beaucoup plus âgé que vous, moi j'ai déjà connu le crash de Détroit dans les années 80, quand il y a eu l'arrivée des Japonaises, où la ville, des usines en fait de Toyota, et où la ville était en lambeaux, et malheureusement c'était la première vague, et on voit qu'ils sont prêts à se réinventer, donc ils sont hyper pragmatiques, et c'est pour ça qu'en fait ils y vont, c'est-à-dire que ça dépasse le clivage politique et les idées préconçues. En France, je crains qu'on n'en soit pas là du tout, et c'est vraiment dommage. Alors, est-ce qu'effectivement, il faut se dire que peut-être que Toulouse, très à la pointe, un jour, se dira que la crypto, mais on n'en est pas là, parce que les économistes les plus représentants, emblématiques de Toulouse, c'est Jean Tirole, et Jean Tirole trouve que le Bitcoin, c'est nul. Donc, un jour peut-être. Lilian, en attendant, on voit qu'il y a des records sur le Bitcoin. Il y a certains altcoins qui se réveillent, notamment des belles performances pour Ethereum, pour le Dogecoin, je ne vais pas tous les citer, mais globalement, la majorité du reste du marché crypto reste quand même plus proche de ses plus bas que de ses plus hauts. Est-ce qu'il y a des chances que ça se réveille, et si oui, quand? On voit qu'il y a quand même un gros décalage encore, que la dominance de Bitcoin reste assez forte, un peu plus de 56%, je crois, aujourd'hui. Certains altcoins ont quand même un petit peu rattrapé leur retard. Par exemple,
l'Ether qui était quand même vraiment très à la traîne, le Dogecoin par exemple qui a fait une des plus grosses performances de ces dernières semaines, 300% de hausse en 7 jours pour le Dogecoin. On parle quand même d'un actif qui est dans le top 10 des cryptos les plus capitalisés, c'est quand même assez énorme. Donc il y a évidemment des altcoins qui performent. Jusqu'ici, avant ce 6 novembre, disons, on avait en majorité comme altcoin qui performait Solana, l'écosystème Solana, donc les protocoles qui sont basés sur cette blockchain, et les memcoins, parce qu'en fait tout ça c'est connecté. Quand on veut trader des memcoins, l'endroit de prédilection pour le faire c'est Solana. Et donc voilà, ça crée en fait un engouement qui a permis à la fois à Solana et aux memcoins d'exploser. Quand on parlait de memcoins, c'était majoritairement des petits actifs, disons peu capitalisés sur Solana. Là, le fait qu'on ait un sentiment de retour de marché haussier, Dogecoin, qui est le représentant des actifs, des memcoins, est vraiment parti à la hausse. Donc c'est un symbole que, ça y est, on commence à avoir des liquidités qui vont un petit peu se déverser vers les alts. Mais si on regarde les indicateurs à observer pour espérer une alt season, il y en a 2. La dominance de Bitcoin, elle est toujours en tendance haussière. Elle a continué de grimper cette nuit et depuis quelques jours. Et il faut regarder aussi le ratio ETH versus BTC, puisque ETH, c'est un peu, aussi, encore une fois, le roi des altcoins. Bien sûr, on regarde ça aussi, c'est tendance haussière. Il faut attendre que cette tendance, ce ratio ou la dominance de Bitcoin inverse sa tendance, donc passe en tendance baissière pour espérer une alt season. Maintenant, il y a différentes personnes, différents comportements en fonction des investisseurs. Certains commencent déjà à s'exposer aux altcoins en espérant une alt season. Voilà, chacun fait comme il le souhaite, mais en tout cas, pour l'instant, il fallait aussi préciser quand même quelque chose, c'est que si on regarde les précédents cycles, c'est toujours de cette manière-là que ça se passe, c'est-à-dire un Bitcoin qui va très haut, très fort au début et qui creuse sa dominance, et ensuite on a des alts qui rattrapent leur retard avec des liquidités curistes. Maintenant, la prochaine étape pour le Bitcoin, c'est le fameux cap des 100 000 $. Ma question, c'est si on l'atteint, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, je ne sais pas si c'est un indicateur. Moi, j'ai un pari avec Jean-Marc Daniel. On a parié un restaurant qu'on passerait les 100 000 $ avant juin 2025. Ça nous laisse une petite marge. Et ce matin, il vient me voir, il me dit bon, finalement, on ira au McDo. Il sent qu'il est en difficulté. Voilà, il m'a dit ça ce matin. Donc, on verra. J'attends de voir la suite. Mais Nathalie. En fait, là, il y a quand même, avec l'élection de Trump, il y a quand même une question, en tout cas, qui reste suspendue, qu'on n'a pas eu avant. C'est la question effectivement de positionnement d'un grand pays en faveur du Bitcoin. Effectivement, avec Trump qui s'installe, il y a la possibilité, puisqu'il y a ce fameux Bitcoin Act qui est dans les tiroirs et qui met en avant qu'il voudrait détenir une réserve en Bitcoin. Donc là, effectivement, on passe quand même à un autre plan, puisque là, on n'a pas, c'est pas le Salvador, c'est les États-Unis, qui, alors évidemment, c'est pas le même projet, mais qui dit que finalement, alors bon, on peut y croire ou pas, parce que ça reste Donald Trump, et puis, mais ça voudrait dire que on est en train de mettre la réserve en Bitcoin à peu près au même plan qu'on faisait des réserves en or. Donc il y a quand même un changement potentiel de mentalité. Ah bah ça, clairement. Voilà. Donc ça, c'est pour ça, je pense d'ailleurs qu'il y a toute cette, alors la précipitation de l'engouement, effectivement. De toute façon, c'était déjà connu avant. Donc après, je ne suis pas derrière ce cachette, mais en tout cas, il y a ça, cette partie-là, on l'avait pas avant. Après, au niveau de la réglementation, on n'est pas très certain qu'il se passe tout de suite quelque chose, puisque Gary Gensler, il est pas, on peut pas l'enlever, on peut pas le dévisser aussi vite que ça. Pas avant le mois de janvier. Voilà. Et puis de toute façon, le Bitcoin, lui, il est déjà rangé comme commodities, donc c'est pas qu'il était très exposé à un renforcement de la réglementation. L'autre chose aussi dont on parle un peu moins, mais moi qui m'intéresse parce qu'on a travaillé avec mon collègue sur cette dimension géopolitique, sur l'article académique qui devrait pas tarder à être publié, on l'espère bien maintenant, c'est que Trump représente un risque géopolitique. Donc, de toute façon, par rapport à cette idée que le Bitcoin est un moyen de se couvrir du risque géopolitique, il y a aussi une raison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement parce que Trump il aime Bitcoin, mais il y a aussi parce que d'autres se disent que Trump représente un risque géopolitique par rapport aux différents conflits et que c'est un moyen de se mettre à l'abri. Merci beaucoup Nathalie Janson, professeure à Neoma Business School. Malheureusement, on arrive au bout du temps imparti, mais on se retrouve notamment Lyon la semaine prochaine. Lyon Lenga, cofondateur de Hawk Research. Merci beaucoup Sébastien Bordry, journaliste BFM Crypto.
c'est votre dernière semaine ici officiellement, on va dire, à BFM Crypto. C'était un plaisir de travailler avec vous pendant plusieurs mois, de vous avoir dans l'émission. Donc merci beaucoup. Et puis j'espère qu'on se retrouvera rapidement là dans les semaines qui viennent. Et ben moi aussi. On pourra continuer à bosser ensemble. Voilà. Merci beaucoup Sébastien. Bonne route à vous. Et puis merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.